Aujourd'hui, on s'intéresse aux magnifiques images de planètes et de nébuleuses des télescopes spatiaux. Pendant des années, Hubble nous a régalé avec des photos de toute beauté, et depuis quelques mois, James Webb prend le relais avec des clichés encore plus détaillés. Ce qui est particulièrement marquant sur ces images, ce sont les couleurs chatoyantes qu'elles comportent. Ça peut motiver à acheter un télescope, malheureusement, avec une lunette ou un télescope standard, vous risquez d'être déçu. L'image sera beaucoup moins détaillée et en plus, elle sera en noir et blanc. Effectivement, les rendus de Hubble et de James Webb sont en fausses couleurs. Et oui. Alors pourquoi utiliser de fausses couleurs? On pourrait croire que c'est juste pour faire joli, mais en fait, caché derrière cette technique, il y a des phénomènes physiques bien précis. Et on va le voir, les couleurs qu'on choisit, elles ne sont pas du tout prises au hasard ou pour faire joli. Il y a un véritable intérêt scientifique à coloriser. C'est relié aux phénomènes électromagnétiques et aux différentes molécules qu'on peut trouver dans l'espace, dans les nébuleuses et près des étoiles. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux phénomènes électromagnétiques, on va parler de la perception des couleurs et on va expliquer pourquoi et comment on utilise des fausses couleurs. Et dans la vidéo suivante, je parlerai de ces molécules qu'on trouve dans l'espace, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la manquer. On en a parlé dans la vidéo précédente, la lumière visible, c'est seulement une toute petite fraction du spectre électromagnétique. Au milieu de ce spectre, on a le domaine du visible, et dans ce domaine visible, les basses fréquences correspondent au rouge. À plus basse fréquence encore, à gauche du domaine visible, vous avez les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Et à l'inverse, les hautes fréquences du visible correspondent au bleu-violet, et si vous continuez sur la droite, à plus haute fréquence, vous avez les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. La plupart des animaux détectent cette petite partie du spectre qu'on appelle le visible grâce à des capteurs sensibles à ces fréquences particulières. Ces capteurs lumineux, ce sont les fameux cônes au fond de la rétine. Ici, vous avez un graphe qui permet de savoir où sont placés ces cônes au fond de la rétine. C'est la courbe en bleu. On a aussi représenté en noir la position des bâtonnets qui permettent de voir dans la pénombre. En abscisse, on indique l'angle par rapport au centre de la rétine. L'angle 0, ici, c'est ce qu'on appelle la fovea, c'est le centre de la rétine. C'est ce qui correspond à la vision centrale de votre regard. Et c'est là où la vision est la plus précise. Vous voyez que sur cette fovea, il y a énormément de cônes et très peu de bâtonnets. Effectivement, les cônes, en plus de vous permettre de voir en couleur, ils sont responsables de la vision centrale. Vous voyez aussi que la courbe bleue tombe rapidement à zéro quand on s'éloigne du point central. C'est ce qui fait que notre vision périphérique est quasiment en noir et blanc. Essayez de distinguer les couleurs d'un objet qui est à 45 degrés de votre ligne de visée. Vous allez voir, c'est compliqué. Autre chose intéressante, il y a un trou dans le graphe entre les lignes pointillées. À votre avis, c'est dû à quoi ça? Si vous le pouvez, essayez de vous mettre à une distance de l'écran qui est égale à 3 fois la distance entre la lettre D et la lettre G. Cachez votre œil droit, regardez la lettre G avec votre œil gauche. Si vous êtes à la bonne distance, la lettre D devrait disparaître. Voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez tester, vous pouvez tester avec l'autre œil aussi, ça marche aussi. Ça vient du point aveugle que vous avez sur la rétine, on appelle ça la papille optique. C'est l'endroit où le nerf optique et les vaisseaux sanguins arrivent sur l'œil. À cet endroit-là, il n'y a pas de cône, il n'y a pas de bâtonnet, et donc ça forme un point aveugle. Vous voyez ici la fovea alignée avec le centre du regard, et la papille optique, le point aveugle un peu à côté. Voilà à quoi ressemblent les cônes. On en a plusieurs millions dans chaque œil et il y en a 3 types, rouge, vert et bleu, suivant la couleur qu'ils vont avoir tendance à détecter. Lorsque de la lumière arrive avec la bonne couleur sur un cône, un signal électrique est transmis au cerveau. Alors quand je dis la bonne couleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule longueur d'onde qui peut activer le cône. Ici, on a tracé les absorbances des cônes rouge, vert et bleu. En abscisse, on a les longueurs d'onde, donc de 400 à 700 nanomètres, ça va du violet jusqu'au rouge. Et en ordonnée, on a la probabilité que le cône absorbe la lumière. Par exemple, si une onde lumineuse à 450 nanomètres arrive sur l'œil, vous voyez la courbe bleue, elle est très élevée à cet endroit-là. Ça veut dire que les cônes bleus
ont beaucoup plus de chances d'absorber cette lumière que les cônes verts et rouges. La courbe verte, elle est quasiment à 0 à cette longueur d'onde-là, et donc les cônes verts ne vont pas absorber cette lumière. Autre exemple, si on reçoit une onde à 580 nanomètres, la courbe bleue, elle est à 0, et on a la même valeur pour l'absorbance des cônes verts et des cônes rouges. Et donc le cerveau, il récupère ces trois valeurs d'absorbance, rouge, verte et bleue, il récupère trois nombres, et ça c'est intéressant, avec ces trois nombres, il va former une sensation lumineuse. Comme on a trois nombres, on peut mettre les couleurs dans un espace à trois dimensions. Donc on peut les représenter avec un cube comme ici par exemple. Ça c'est une information importante, et on va s'en servir pour coloriser les images d'astronomie justement. Vous voyez qu'il y a trois axes, on repère une couleur avec trois nombres, de la même manière qu'on repère la position d'un point dans l'espace avec trois nombres, la largeur, la hauteur et la profondeur. Donc comme pour l'espace réel, l'espace des positions, ça forme un espace à trois dimensions. Donc là, je parcours le spectre visible, je fais défiler les couleurs pures, vous voyez qu'elles sont associées à une longueur d'onde particulière. Donc ici, vous avez la longueur d'onde ici. Donc là, quand on se rapproche du vert, vous voyez, on est à 530 nanomètres. Donc je suis parti du violet, bleu, vert, là j'arrive au jaune, orange, rouge. Et vous voyez la longueur d'onde augmenter à mesure qu'on va du violet vers le rouge. Et ici, vous voyez, vous avez un code hexadécimal. Donc je peux revenir vers les plus petites longueurs d'onde. Vous voyez ici, la valeur du code change. Et ce code, ça correspond à, c'est une manière de coder trois nombres. Les trois valeurs rouge, vert et bleu justement. Donc par exemple, pour le vert à 514 nanomètres, j'ai ce code hexadécimal. Donc je peux le récupérer et le copier sur un autre site. Voilà, je le mets ici. Et vous voyez que j'obtiens bien le même vert ici en arrière-plan. Et ça me donne les trois valeurs, rouge, vert et bleu, associées à cette couleur verte. Vous voyez, si je monte la valeur du bleu, ici, si je mets 150, on obtient une autre couleur. Donc vous voyez ici, on a les trois valeurs rouge, vert, bleu qui permettent de retrouver la couleur voulue. Et c'est ce que fait votre écran de télé ou d'ordinateur. Vous avez des pixels rouge, vert et bleu. Et le logiciel d'affichage, il va envoyer ces trois valeurs pour permettre d'afficher la bonne couleur. Et donc s'il y a trois couleurs de pixels sur les écrans, c'est parce qu'on a trois types de cônes sur nos rétines. Ok, on a dit que l'espace des couleurs était à trois dimensions, on a besoin de trois nombres pour décrire une couleur. Or là c'est bizarre, j'ai fait défiler les couleurs de 400 nanomètres à 800 nanomètres à peu près, et j'ai eu besoin que d'un seul nombre pour choisir la couleur. Par exemple, 500 nanomètres, ça me donne une couleur bien précise, j'ai besoin que d'un seul nombre. Donc il faudrait savoir, j'ai besoin d'un seul nombre ou de trois pour définir une couleur. Eh bien la réponse, on peut l'avoir en observant attentivement le cube de tout à l'heure. Vous voyez qu'au centre du cube, on a des couleurs désaturées qui se rapprochent du gris. Et le gris, je ne l'ai pas vu défiler quand j'ai changé les longueurs d'onde. C'est normal, c'est parce que le gris, c'est pas une couleur pure associée à une longueur d'onde bien précise, c'est un mélange de rouge, de vert et de bleu. Ici, là, si je mets 128 par exemple sur les trois composantes, vous allez voir, je vais obtenir du gris. Ici, 128, 128, 128, vous voyez, l'écran devient gris. Autre exemple, si je mets 62, 24 et 0 par exemple, voilà, j'obtiens une couleur marron. Le marron, ce n'était pas une couleur pure, ce n'était pas une couleur qu'on a vu défiler avec les longueurs d'onde précises. Donc l'immense majorité des couleurs, ce sont des mélanges de rouge, de vert et de bleu, ce sont des couleurs impures. Donc j'ai besoin de trois nombres, les trois valeurs de rouge, de vert et de bleu, mais en fait très souvent on va utiliser trois autres nombres, trois autres variables, qui sont la teinte, la saturation et la luminosité. Ici, on est toujours dans un espace de couleurs à trois dimensions, mais au lieu d'utiliser un cube, j'utilise une représentation cylindrique. Cylindrique. Pour changer la teinte, pour parcourir les couleurs orange, jaune, vert, etc., on tourne autour du cylindre. Pour baisser la saturation, on se rapproche de l'axe central. Vous voyez que l'axe du cylindre est en noir et blanc, donc des couleurs complètement désaturées. Et pour changer la luminosité, on monte ou on descend. Tout en haut, c'est très lumineux, et tout en bas, c'est très sombre. De haut en bas,
à gauche, à droite. Sur ce site, je peux jouer avec les trois valeurs de teinte, de luminosité et de saturation. Donc ici, par exemple, j'augmente la luminosité. Là, je change la saturation. Donc à droite, c'est très saturé et à gauche, c'est très désaturé. Vous voyez que si je me mets au minimum de saturation, j'ai que des couleurs en noir et blanc. Donc je vais du noir jusqu'au blanc. Donc si je me mets ici, avec une bonne saturation, je peux changer la teinte, donc parcourir les couleurs du rouge, orange, jaune, etc. Et donc vous voyez, c'est à nouveau trois valeurs. Ce n'est pas les mêmes valeurs que tout à l'heure, mais on peut faire la conversion. Vous voyez, ici, j'ai la conversion en rouge, vert, bleu. Donc si je mets par exemple une luminosité à fond, je vais obtenir du blanc. Et vous voyez, j'ai 255, 255, 255. Donc les trois valeurs rouge, vert, bleu sont à fond. Si je veux afficher la couleur marron, donc je remets une luminosité moyenne, je vais vers le orange, hop, et je baisse la luminosité. Voilà, là j'ai bien du marron. Et vous voyez les trois valeurs rouge, vert, bleu qui sont associées à cette couleur. Si je veux du gris, ben, je baisse totalement la saturation, etc. Voilà, il faut bien faire la différence entre les couleurs impures qui sont des mélanges de photons à des longueurs d'onde différentes et les couleurs pures, comme par exemple le rouge à 650 nanomètres, avec des photons qui ont tous la même longueur d'onde, qui portent tous en eux l'information de la couleur rouge. Et c'est lui personnellement qui était rouge intérieurement. Donc les couleurs que vous percevez, a priori, ce n'est pas les couleurs pures du spectre, ce sont des mélanges. Et l'impression visuelle dépend de trois nombres: le nombre de cônes rouges qui s'activent, le nombre de cônes bleus et le nombre de cônes verts. Alors, pour être tout à fait précis, ça dépend d'un autre facteur. Est-ce que vous vous souvenez de cette robe? Est-ce que vous la voyez noire et bleue ou blanche et or? Une étude a été faite sur 1400 personnes et voici les résultats. 50% pensent que la robe est noire et bleue, 30% ne sont pas du tout d'accord. Ah non, 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 oh là là, Ils la voient blanche et or, pas noir et bleu. Et là. Ah non, non, non. 10% la voient marron et bleu, et une petite fraction arrive à passer d'une impression à l'autre. Alors pourquoi une telle disparité? Eh bien, ça vient des conditions d'éclairage. On le voit clairement sur ce dessin. Dans un environnement clair avec de la lumière plutôt jaune, la robe apparaît bleue et noire, et dans un environnement plus foncé, plus sombre, avec de la lumière plutôt bleue, ben la robe elle apparaît blanche et or. Et vous voyez, si je prends un élément ici et que je le copie, donc là vous avez une partie de la robe qui est bleue et noire, et si je le déplace ici, ça devient blanc et or. C'est juste l'environnement qui a été modifié et qui du coup change notre perception. C'est le même principe que l'illusion du damier. Ici, les cases A et B ont exactement la même couleur et la même luminosité. On a une impression visuelle différente parce qu'on a l'impression qu'il y a une ombre ici qui est projetée par le cylindre. Cylindrique. Si je fais glisser une partie de la case A vers la case B, vous voyez, c'est exactement la même couleur et la même luminosité. Et donc pour la robe, tout le monde a raison. C'est possible de voir des couleurs différentes, d'avoir des impressions visuelles différentes si vous regardez votre écran le jour ou la nuit par exemple. Bon, en vrai, la robe elle est noire et bleue, donc il y a des gens qui ont plus raison que d'autres, mais voilà, vous comprenez le principe. Ok, donc les humains ont 3 types de cônes. C'est pas le cas de tous les animaux. Il y a des oiseaux qui en ont 4, les chiens n'en ont que 2. Mais bon, voilà, on va pas s'intéresser aux chiens, on va s'intéresser aux humains, donc avec 3 types de cônes. Enfin, 3, ça c'est ce qu'on pensait il y a quelques années. Il se trouve que, selon certaines recherches récentes, il y aurait une mutation sur le chromosome X qui décalerait la longueur d'onde captée par certains cônes. Si ce décalage amène 2 cônes à capter la même longueur d'onde, ça peut entraîner une forme de daltonisme avec une vision des couleurs amoindrie. Mais si c'est seulement un décalage sans superposition, eh ben on a toujours 3 couleurs, c'est juste qu'au lieu d'avoir rouge, vert, bleu, on a orange, vert, bleu par exemple. Mais maintenant, imaginez que cette mutation soit présente sur seulement un des 2 chromosomes X d'une femme. Le premier chromosome sans la mutation va créer des cônes rouge, vert, bleu, et le deuxième chromosome va créer des cônes orange, vert, bleu. Et donc au final, la femme aura 4 types de cônes, rouge, orange, vert et bleu. Certaines études suggèrent que c'est 3% des femmes qui sont concernées par cette capacité, et il y a même d'autres études qui disent que c'est carrément 50% des femmes. C'est encore au stade d'hypothèse, ça demande à être confirmé, mais en tout cas, ça pourrait expliquer pourquoi les femmes donnent souvent des noms plus nuancés aux couleurs. Voilà, carmin, vermillon, écarlate, pour moi c'est rouge, rouge, rouge. Rouge.
Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de la crevette menthe qui possède 12 types de cônes. Donc, elle voit les couleurs dans un espace à 12 dimensions. On pourrait se dire qu'elle voit des nuances de couleurs incroyables, mais en fait, chaque capteur détecte très mal les variations de longueur d'onde. Chez nous, les cônes bleus vont faire la différence entre un objet bleu-vert et un objet bleu-violet. Pardon, entre un objet turquoise et un objet persan. Donc par exemple, si je change une des valeurs du code rouge-vert-bleu un tout petit peu, doucement, Mais doucement, doucement, doucement. par exemple là je suis à 100 et si je passe à 105, vous allez voir la couleur, moi je la vois changer un tout petit peu. Hop, et oui, il y a un petit changement, je le refais. Là je reviens à 100, je repasse à 105. Moi j'arrive à voir une différence entre les deux couleurs à 100 et à 105 et je pense que vous l'avez vu aussi. Comme ça va jusqu'à 255, des petites variations comme ça, je peux en faire 51 par couleur. Et comme il y a 3 couleurs, rouge, vert, bleu, 51 x 51 x 51, ça fait plus de 130 000 combinaisons. Donc on peut considérer qu'on voit le monde en au moins 130 000 couleurs. La crevette, elle a un espace des couleurs à 12 dimensions, ok, mais beaucoup moins détaillé. La petite variation que j'ai faite, elle la détecte pas, et donc finalement, elle voit beaucoup moins de nuances de couleurs que nous. En tout cas, que ce soit avec 3 ou 4 types de cônes, on détecte les couleurs uniquement dans le domaine visible. Et on l'a vu, le spectre électromagnétique, il est beaucoup plus large que ça. Rien qu'en considérant les ultraviolets et les infrarouges, c'est tout un tas de signaux, tout un tas d'informations qui sont envoyées par les étoiles et les planètes notamment, et qu'on est incapable de capter avec nos yeux. Donc on est embêté, il y a plein d'informations que l'univers nous envoie, et malheureusement on est incapable de les détecter. Vous le voyez venir, il y a une solution magnifique à tout ça, c'est d'utiliser des fausses couleurs. Le but quand Hubble ou James Webb récupèrent des images, c'est d'avoir une résolution maximale, pour avoir un maximum de détails. Si on envoie les télescopes dans l'espace, c'est pour se débarrasser des perturbations atmosphériques, et donc tant qu'à faire, on va essayer d'optimiser la résolution. Et un des moyens de faire ça, c'est de capter des images en noir et blanc. Par exemple, on a déjà parlé sur cette chaîne du rémanent de la supernova Cassiopée A. Eh bien, si Hubble regarde ce rémanent dans des longueurs d'onde comprises entre 0,8 nanomètres et 2,5 nanomètres, voilà ce qu'il observe. Cette gamme de longueurs d'onde, c'est dans les ultraviolets. Vous voyez qu'on a des longueurs d'onde beaucoup plus petites que pour le visible. Le visible, c'était autour de 600 nanomètres. Là, on est plutôt autour de 1 nanomètre. Maintenant, si on change de filtre pour observer d'autres longueurs d'onde, par exemple entre 0,4 et 0,8 nanomètres, eh bien, on obtient une autre image. Voilà ce qu'on observe. S'il y a un pixel blanc sur l'image, c'est qu'il y a de la lumière avec la bonne longueur d'onde qui est arrivée sur le capteur. C'est qu'il y a de la lumière qui a pu passer le filtre. Et enfin, entre 0,2 et 0,3 nanomètres, on a une troisième image et voilà ce qu'on obtient. On a 3 images. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, on va les colorier en rouge, vert et bleu et on va les fusionner. Donc, ok, on va en colorier une en rouge, une en vert, une en bleu, mais on va pas le faire n'importe comment. On va respecter l'ordre des longueurs d'onde. L'image de grande longueur d'onde entre 0,8 et 2,5 nanomètres, on va la colorier en rouge, vu que le rouge, ce sont les grandes longueurs d'onde du visible. L'image intermédiaire, on va la colorier en vert, et l'image de petite longueur d'onde, on va la colorier en bleu, parce que le bleu, c'est aussi les petites longueurs d'onde du visible. En faisant ça, on a juste décalé le spectre depuis les ultraviolets vers le visible, en respectant l'ordre des longueurs d'onde. C'est comme si on se donnait une vision augmentée pour voir les ultraviolets. Imaginez un extraterrestre capable de voir les ultraviolets avec des cônes adaptés à ces longueurs d'onde. Eh ben, en décalant tout ça vers notre gamme visible, on se fait une bonne idée de ce qu'il est capable de voir. Donc là, j'ai les 3 images, celle à petite longueur d'onde, celle à longueur d'onde intermédiaire et celle à grande longueur d'onde. Donc la grande longueur d'onde ici, je vais la coloriser en rouge. Hop, on met du rouge, beaucoup de saturation. Celle du milieu, je vais la mettre en vert. Voilà, par ici. Ok. Et celle correspondant aux hautes énergies, aux petites longueurs d'onde, je vais la mettre en bleu. Colorier, bleu. Pareil, je mets de la saturation. Voilà, c'est pas mal.
Et quand je combine les 3 images, voilà ce que j'obtiens. Et donc vous voyez qu'en rajoutant des couleurs, déjà on a une image qui est beaucoup plus jolie, et en plus on peut détecter quels sont les endroits qui émettent plutôt des petites longueurs d'onde et quels sont les endroits qui émettent plutôt des grandes longueurs d'onde. On peut le faire aussi dans les infrarouges avec les images de James Webb. Pareil, on ramène les signaux dans le visible en les colorisant. Et ce qui est génial, c'est qu'en choisissant les bonnes longueurs d'onde à coloriser, on peut détecter dans l'image la présence de certaines molécules. Et ça, je vous en parle en détail dans la prochaine vidéo. En tout cas, grâce à cette technique de décalage des longueurs d'onde, on est capable d'observer toutes les nuances captées dans les ultraviolets par Hubble et depuis peu dans les infrarouges par James Webb. Donc l'espace n'est pas en noir et blanc, l'espace n'est pas moins coloré que les belles images qu'on nous montre. Au contraire, l'espace est beaucoup plus coloré que sur les photos, avec des nuances qui nous échappent totalement dans les ultraviolets et dans les infrarouges. Et grâce à la technique de colorisation, on arrive à se donner une sorte de vision augmentée qui nous permet d'accéder à une petite partie des merveilles de l'univers.